l'instant, mais en attendant, voici la suite de vos programmes. – 13h à Cotonou, 12h en temps universel. Radio Afrique Santé, c'est ton écoute partout dans le monde. Le journal Rachel Passassi. Merci de choisir Radio Afrique Santé en cette mi-journée pour vous informer. Le sommaire. Aujourd'hui, 24 avril, journée mondiale de la méningite, une journée qui coïncide avec le démarrage de la semaine mondiale de la vaccination. À quoi servent les pelles encore appelées baya? Élément de réponse dans ce journal. Le sport est à venir dans une vingtaine de minutes. Voilà pour les titres. À toutes et à tous, bonsoir. L'Union européenne renforce sa relation avec plusieurs pays de la sous-région ouest africaine. Après sa visite au Sénégal et en Côte d'Ivoire, le président du Conseil européen, Charles Michel, est annoncé au Bénin jeudi pour un séjour de 24 heures. Lors de cette visite, l'ancien Premier ministre de la Belgique rencontrera le chef de l'État Patrice Talon, visitera avec enthousiasme Semé City, en plus du centre de déminage et de décontamination, bien entendu, post-conflit à Ouidah. Cette visite du président du Conseil européen, Charles Michel, vise à renforcer la coopération entre l'Europe et ses pays africains. Les autres nouvelles au plan national, c'est dans compilation présentée par Christelle Batokou. Le gouvernement veut élaborer une stratégie nationale globale dans le cadre de la lutte contre les engins explosifs improvisés EEI au Bénin. L'initiative d'auto-évaluation relative à la maturité des capacités de lutte contre les EEI vise à déterminer le niveau de maturité des capacités globales des officiers des forces de défense et de sécurité. Ayant démarré hier, l'atelier s'étend sur 3 jours, soit du 23 au 25 avril 2024. Pour le colonel Gabe Chanka, eu égard à l'utilisation de plus en plus fréquente des engins explosifs improvisés dans les attaques terroristes au nord Bénin, les autorités béninoises ont exprimé un vif intérêt pour la réalisation d'une auto-évaluation. À travers un communiqué en date du 22 avril 2024, la ministre de l'Industrie et du Commerce a procédé à une mise en garde contre les acteurs des filières anacarde et soja. L'interdiction de l'exportation de ces produits a été mise en vigueur depuis le 1er avril 2024. Il a été notifié aux exportateurs, négociants et commerçants que tout convoyage de noix brutes, de cajou et de soja grain vers d'autres destinations que celles des magasins de transformateurs est constitutif d'une infraction. Tout contrevenant sera sanctionné. Les conflits opposant agriculteurs et éleveurs béninois sont de plus en plus inquiétants. Les raisons qui alimentent ces conflits sont entre autres la concurrence pour les ressources, la croissance démographique, le changement climatique et la dégradation des terres. Pour pallier à ces conflits, des actions ont été entreprises par le gouvernement béninois pour réduire la mobilité des éleveurs de ruminants et promouvoir la cohésion sociale dans les régions concernées, notamment le nord du Bénin. Le Centre africain pour le développement équitable, en partenariat avec d'autres structures, a annoncé en juillet 2023 le projet de mise en place d'unités de production d'aliments pour bétail, visant à soutenir la sédentarisation des éleveurs béninois tout en renforçant la filière laitière et en offrant des opportunités économiques aux jeunes ruraux. Cette initiative est financée à 110% par l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation de la CEDEAO.
Et je vous le disais en titre, le monde entier célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la méningite, une maladie infectieuse due généralement à un virus instauré en 2008 par Confederation of Meningitis Organization. Cette célébration a pour but de sensibiliser tant le grand public que les autorités sur l'incident et les conséquences de cette maladie. À cette occasion, Radio Afrique Santé vous propose une production sur les causes, les mécanismes par lesquels les germes pénètrent les méninges et les vaccins pour prévenir ce mal. Inflammation des tissus qui entourent le cerveau et la moelle épinière, la méningite, résulte généralement d'une infection. La forme dangereuse et la plus courante de la maladie peut entraîner la mort en 24 heures, explique Aimé de nous, médecin généraliste. La première cause qui est la plus fréquente et la plus importante dont il faut parler, c'est la cause infectieuse, c'est-à-dire que c'est une infection qui en est à l'origine. C'est un germe, c'est un microbe qui, d'une certaine façon, a pu atteindre, a pu toucher les méninges. Ce microbe, ce germe, ça peut être une bactérie, ça peut être un virus, ça peut être un parasite. Les méningites peuvent également être dues à certaines tumeurs. Certaines maladies du système immunitaire peuvent également conduire à une inflammation des méninges et certains médicaments, lorsqu'ils sont pris sur une longue période, peuvent également conduire à une méninge. Mais la cause la plus importante qu'il faut garder, c'est la cause infectieuse. Dans la plupart des cas connus, il s'agissait d'une transmission d'une personne à une autre, mais d'autres peuvent résulter d'une blessure, d'un cancer ou même de médicaments. Le médecin généraliste donne ici les mécanismes qui favorisent la maladie. Le premier, c'est lorsque la personne avait déjà une infection dans le sang. Donc, lorsque le microbe responsable de la méningite se retrouve déjà dans le sang par l'intermédiaire d'une infection antérieure, ce microbe-là peut être véhiculé par le sang dans tout l'organisme jusqu'au niveau des méninges. La méningite peut également survenir par ce qu'on appelle promiscuité ou par la proximité que certains organes ont par rapport aux méninges. Le troisième mécanisme, c'est par exemple lorsque un individu subit une intervention chirurgicale et lorsque malheureusement ou malencontreusement certaines précautions ne sont pas prises, lorsque l'individu se fait opérer du cerveau, il peut arriver que le germe soit directement inoculé au niveau du système nerveux, notamment les méninges. Venance Arwassou, un autre médecin, rejoint son prédécesseur sur le caractère dangereux et mortel de la maladie et ajoute qu'il existe un vaccin pour la prévenir. Il existe des vaccins qui permettent de prévenir les méningites, donc de lutter contre l'infection aux germes, aux agents pathogènes qui entraînent la méningite, notamment bactérienne. Il y a les vaccins anti-pneumocoque, les vaccins anti-méningocoque, les vaccins anti-hémophilus influenzae de type B. Pneumocoque, les hémophilus influenzae de type méningocoque sont des germes, des bactéries qui sont fréquemment retrouvées dans les méningites bactériennes, selon qu'on soit chez le grand enfant, l'adulte ou les petits enfants. Soulignons qu'au Bénin, le ministre de la Santé a procédé le 25 janvier 2022 au CHU MEL de Cotonou au lancement de l'introduction du vaccin MEN-A contre la méningite à méningocoque de stéréotype A dans le programme élargi de vaccination. Désormais donc, il est administré aux enfants âgés de 9 mois dans le cadre de la vaccination de routine. Par cette stratégie, le gouvernement matérialise son engagement à éliminer définitivement et dans un court terme la maladie du Bénin. Production signée Ginette Fleur Adandé. Hier, nous avions parlé de la pélagre qui est une maladie née d'une alimentation pauvre en niacine, à une mauvaise absorption de ce nutriment et même aussi à l'allaitement. Mais une fois qu'on découvre qu'on fait partie des victimes de la pélagre, quel comportement adopter pour soulager le mal s'il y a un espoir? La diététiste Lauristia Padonou répond qu'une bonne nutrition est la meilleure solution. Il est possible de la prévenir et de la guérir en adoptant une alimentation équilibrée comprenant plusieurs sources de niacine telles que la viande, le poisson, les produits laitiers et certains grains entiers. Quand je parle de grains entiers, je parle des céréales, ainsi que la supplémentation en vitamine B3 lorsque c'est nécessaire. En identifiant et en corrigeant les facteurs favorisants, il est possible de réduire le risque de développer la pélagre. En ce qui concerne
concerne la supplémentation, il s'agira d'un apport en niacine par voie orale, par voie intramusculaire ou par voie intraveineuse dans les cas graves. Il faut également prévenir les rechutes parce qu'une fois que la pelade a été traitée avec succès, cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas revenir. Donc, il faudra maintenir une alimentation équilibrée et traiter toutes les conditions médicales sous-jacentes. Il faut consommer les différentes variétés d'aliments que nous avons. Nous sommes heureux, nous sommes bénis, nous avons plusieurs variétés de toutes catégories d'aliments qu'il y a. Il faut éviter une alimentation monotone. Notons donc qu'il faut retenir que le tout ne suffit pas de bien se nourrir, mais de manger ce qu'il faut et quand il faut pour son bien-être afin de ne pas se mettre à la merci des maux qui jonchent la nature. Il faut rappeler que ce mal sévit partout dans le monde, mais surtout en Afrique de l'Ouest. Alindje, bébédje ou encore baya, ces pelles de hanches dont chaque femme en fait parure dotent d'un charme particulier. Tout comme le sel qui donne saveur à la sauce, le baya raffermit les liens dans le foyer. Importance et fonction des pelles de hanches, c'est à suivre dans ce reportage signé Huguette Rontonyon. Utilisé depuis les temps anciens en Afrique, le baya est considéré comme un atout de séduction incontesté. Quelques citoyens rencontrés dans les rues donnent leur point de vue sur le port de pelle à la hanche, communément appelé baya. Je suis pour le port des bayas parce que, au plan général, c'est d'abord une pratique qui est très à l'Afrique et qui est en train d'émerger, qui est en train de prendre pas mal à l'Occident comme en Afrique. C'est d'abord une identité qu'on va nous reconnaître et au plan personnel, c'est vraiment une pratique qui stimule nos sens érotiques et qui appelle plus esthétique dans l'intimité d'un couple. Moi, j'aime porter les bayas, mais pas tout le temps. Je peux en porter pendant un temps après l'enlever. Donc, c'est pas que je dois l'avoir tout le temps à ma hanche. Oui, pour le port du baya, car dans un premier temps, il faut noter que ça fait partie de notre culture. Sur le plan culturel, c'est une richesse d'abord. Et dans un autre aspect, ça rend belle la femme africaine. Et sur le plan des relations amoureuses, c'est important. C'est bien déjà quand tu mets tes perles pour que ton mari puisse admirer ta beauté, les contours de ton corps et se sentir étant privilégié, car c'est pas quelque chose que tout le monde peut voir. Il y en a qui protègent aussi les femmes contre de mauvaises ondes. Apprécié par beaucoup, cet accessoire féminin connaît une hausse de popularité actuellement. Quels sont donc les types de perles utilisées pour sa confection? Michel Sonta, confectionneuse d'accessoires en perles, nous en parle. Pour la confection de nos accessoires, nous utilisons plusieurs types de perles. Nous avons les perles de rocaille fine, les perles en vrai cristal et en faux cristal, les perles en cori, les perles de coquillage, les étoiles de mer, les perles lumineuses et multicolores, les perles en pierre de verre naturelle, l'émeraude, l'hématite, l'œil de tigre, les perles de culture et les perles acryliques. Assez prisée et placée au rang du minimum nécessaire pour la femme, les fonctions de cette ceinture de hanche qui est rentrée dans l'histoire sont multiples, selon Michel Sonta. Ces perles qui s'identifient à la femme africaine font aujourd'hui partie intégrante de séduction dans les différents foyers. Le baya est un ornement de hanche, érotique, aphrodisiaque et protégerait contre les mauvais esprits. Le baya est utilisé également pour souligner le corps de la femme et faire ressortir les coupes naturelles des femmes africaines. Il est utilisé pour arrondir et faire rebondir le postérieur de la femme, qui est un critère de beauté en Afrique. C'est pourquoi, dès la naissance, des femmes font porter le baya à leur bébé. Jadis réservé à la vue exclusive de l'époux, le baya est aujourd'hui exposé à tous. Toutefois, sa fonction principale qu'est la séduction transcende toujours le temps. Mais attention à ces bayas spirituellement chargés qui circulent actuellement sur le marché et qui ont pour mission de faire des hommes des marionnettes. L'énurésie nocturne est un trouble du contrôle de la vessie qui se caractérise par l'émission involontaire inconsciente d'urine chez les enfants. Elle survient chez certains enfants qui sont âgés de 5 ans. Il existe 2 types d'énurésie chez l'enfant. L'énurésie primaire, qui est la plus fréquente et représente 15 à 85% des cas d'énurésie. L'énurésie secondaire qui se manifeste lorsque l'enfant a arrêté d'uriner la nuit pendant au moins 6 mois, mais qui se remet à uriner.
Quelles sont les causes de l'énurésie nocturne chez les enfants? Comment y remédier? Élément de réponse avec Paco Manchodaton Zizinokwe. Il est pédiatre, médecin santé publique. Il est au micro de Nadirat Biok-Peregui. Quelles sont les causes de l'énurésie chez l'enfant? L'énurésie survient chez les enfants en âge de plus de 5 ans. Moins de 5 ans, ce n'est pas un problème. C'est quand ça dépasse 5 ans, il faut commencer par se poser des questions. Et ça, c'est en dehors de toute autre cause qui s'y ajoute. Parce que si l'enfant a des malformations urogénitales, on ne devait pas s'en inquiéter. Les causes, la première, chez les enfants, nous avons la paresse. Par la paresse, on a les antécédents familiaux qui est souvent génétique chez des parents qui ont des gènes récessifs en eux. Il y a aussi un développement lent du contrôle du sphincter. Au niveau du cerveau, nous avons une zone qui nous permet de contrôler notre sphincter. Maintenant, chez certains enfants, à la naissance, je prends un exemple, un enfant qui est sorti, qui n'a pas crié en même temps, son cerveau a reçu un coup, donc son développement ne sera pas la même avec un enfant qui a crié en même temps. Donc, quand nous avons ce retard et que cette zone n'est pas bien irriguée à la naissance, peut y avoir un retard dans ce contrôle-là. Il y a aussi chez des enfants de parents diabétiques ou prédisposés au diabète, il y a une hyperproduction d'urine la nuit. En cas de trouble du sommeil ou sommeil trop profond chez les enfants, en cas de constipation. Et pour finir, il y a les cas de stress. Et quand est-ce qu'il faut consulter un pédiatre en cas d'énurésie? Déjà à partir de 5 ans, dès que ça commence, il faut consulter un pédiatre. Mais la prise en charge ou le diagnostic ne se fait pas seulement par le pédiatre. Nous, les pédiatres, on est en première ligne. Mais il y a les urologues aussi qui nous accompagnent et les psychiatres. Parce que ce n'est pas seulement côté médical qu'il faut soigner. Il y a des fois, il faut juste discuter avec l'enfant, le rassurer. Parce que dans les 70% des cas, c'est une manque de confiance de ces enfants-là qui les amène là. Dès qu'ils font 1-2 fois, on commence par crier sur eux à la maison. Donc, ils sont stressés et eux-mêmes n'ont plus confiance en eux. Et comment peut-on soigner l'énurésie chez l'enfant? Bon, pour soigner l'énurésie, d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement médical. En cas d'infection, on peut avoir et on traite juste l'infection et puis ça passe. Mais tout ça là, c'est un suivi entre le pédiatre et l'urologue. Il n'y a pas un traitement spécifique qui est déjà là où on colle. C'est au cas par cas. Il n'y a pas un médicament qu'il faut donner. Mais c'est un suivi qu'on fait à l'enfant. On cherche à savoir qu'est-ce qui est à la cause. Est-ce qu'il n'existe pas d'autres mesures éducatives que les parents peuvent appliquer? Oui, il faut diminuer le nombre de temps de jeu de l'enfant. L'enfant qui s'amuse beaucoup sera plus fatigué, fera plus de sommeil profond et fera plus d'urine la nuit. Deuxième chose, tant qu'on ne connaît pas la cause, on ne peut vraiment pas se statuer dessus. Donc, pour réduire cela, il faut sensibiliser les parents, amener les parents à donner la confiance aux enfants et non les insulter, ce qu'on vit. Et troisième chose, chercher la cause, arrêter l'énurésie chez l'enfant. La littérature au cœur de ce journal, mesdames et messieurs, l'arrivée du livre numérique a quelque peu ébranlé le monde littéraire. Le livre papier se trouve de plus en plus délaissé. Si certaines personnes apprécient les livres numériques à cause de leur côté pratique, d'autres préfèrent ceux en papier à cause de la facilité qu'elles procurent. Je préfère les livres en papier que les livres électroniques parce que les livres papier, au moins ça là, on peut aller dans les librairies pour en acheter. Rien se vend ça sur la voie. Alors que les livres électroniques, il faut forcément aller sur Internet. Et si toi tu n'as pas Internet, comment tu vas faire? Si tu n'as pas forfait, comment tu vas faire? Et si tu es dans un village et qu'il n'y a pas le réseau là-bas et que tu as besoin d'un livre ou bien d'un roman pour lire, tu peux aller au marché ou bien aller à la librairie du village ou bien du quartier ou bien de la ville pour en acheter. L'électronique là, c'est pour ceux qui ont toujours forfait. Moi, je préfère les livres à papier. Si tu as besoin d'un livre maintenant, si quelqu'un a ça maintenant proche de toi, tu peux emprunter pour lire. Bon, personnellement, moi, je trouve que les livres électroniques sont plus pratiques. Dans un premier temps, nous pouvons avoir plusieurs livres sur un même appareil. Ça nous permet aussi de réduire la taille des caractères, les ajuster, les agrandir à notre manière. Et de plus, partout où on est avec notre appareil, ça nous permet de lire à tout moment, puisque l'homme est plus attaché à son appareil qu'au livre papier.
Néanmoins, il est bien possible de s'adapter, quelle que soit la forme qu'on préfère. Pour le psychopédagogue et acteur littéraire Olivier Santos, dans un monde où la technologie évolue et surtout le secteur du numérique, on ne saurait blâmer ceux-là qui optent pour la version numérique d'un livre. D'après ses propos, le numériser, bien entendu, les œuvres littéraires serait chérir l'exploit du goût de la lecture au niveau de tous, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux. Dans le bon vieux temps, ce n'est que les livres qui existaient. Aujourd'hui, il y a l'internet, il y a les réseaux sociaux. L'avantage dans les téléphones pour des avertis, c'est qu'ils ont accès à beaucoup de tests. Il y en a qui utilisent les téléphones pour lire et non d'avoir en main des livres. Il y en a qui lisent des tests de livres qui sont gratuits. Et je trouve qu'on a plus accès aux livres, aux tests sur les réseaux sociaux que dans une bibliothèque. Puisqu'il y a beaucoup de livres qui sont sur Internet, qui sont sur les réseaux sociaux. On doit toujours associer le côté, parce qu'il y a des livres dont on n'a pas accès. Et l'accessibilité fait aussi que les gens sont obligés de se contenter aux documents numériques pour s'en sortir. Mais ce faisant, l'écrivain peut-il se nourrir de son art aujourd'hui? Olivier Santos, psychopédagogue et acteur littéraire, répond non. Il justifie ceci en tenant compte de la morosité économique et de la cherté des matières premières. C'est normal, puisque dedans, on prend le document de l'autre et puis on va multiplier, commencer par rendre, c'est contre la loi. Et beaucoup de gens ne comprennent pas. Nous avons l'habitude de multiplier les documents comme on veut, violant la loi. L'écrivain peut manger qu'il dans son effort, parce que c'est devenu un genre de distraction juste. Ça ne nourrit pas son homme, ça ne nourrit pas son homme. Il y a beaucoup de jeunes qui ont envie d'écrire. Ils ont des tests et ils n'ont pas les moyens de les éditer. Et même à la fin, on voit des gens, je te dis ça aussi, dans la rue, avec de livres en main qu'ils veulent vendre, acheter pour m'aider, acheter pour me soutenir. Si ce qu'il a laissé dedans est passionnant, et s'il a besoin de se promener dans la rue, ça me dit que ça devient un problème, un souci important qu'il faut gérer. Le problème, la difficulté aujourd'hui, c'est les matières premières, les intrants. Ça coûte excessivement cher. Si le livre est édité ici, ça coûte cher, très cher, il faut dire la vérité. Mais il y a certains qui préfèrent aller faire ça à l'extérieur et ça leur revient très moins cher. Le même document, vous allez trouver 2 fois même plus cher qu'ici que si vous allez faire ça dehors, parce que les intrants coûtent cher. Parlons à présent culture. Pendant 6 prochains jours, le Bénin se propose d'être le carrefour des arts internationaux à travers du FNAB. C'est par une cérémonie forte en émotion que le festival s'est ouvert hier mardi 23 avril 2024, plongé dans la ferveur de l'ouverture avec Kambash Eke. Nous sommes sur l'esplanade de l'Amazone au Bénin. Ce lieu, habituellement abrité par des touristes, des vendeurs et souvent des artisans, a été préparé pour recevoir la 2e édition du Festival international des arts du Bénin. Des tentes, des stands sont à portée de vue dès l'arrivée sur le site. Il est 16h, c'est l'ouverture officielle du festival. Ulrich Adjovi, en compagnie de ses collaborateurs Asikiwa, Blaise Tchechao et Yves Gondanou, ouvre les festivités avec une conférence de presse à laquelle était invité le public et plusieurs médias locaux. Moi, ma motivation est totale parce que je suis un amoureux de l'art. Et quand tu es amoureux, on dit souvent l'amour ne compte pas. Je ne marchande pas ma volonté à vouloir apporter ce portail pour le Bénin. L'année dernière, je peux vous dire que c'est plus de 50 millions investis sans retour, au-delà de 50 millions. Et cette année, il a encore le courage de remplir. Je dis bravo et je dis félicitations. De nombreuses questions sur l'événement auxquelles les organisateurs ont répondu, heureux de constater la fièvre et la ferveur autour du festival. Quel bilan fait de la première édition? Voici ce qu'en dit Ulrich Adjovi. Moi, mon bilan est très positif. Positif parce que la première édition, on avait à peu près 80 stands. Pour cette édition, on a stoppé les ventes parce qu'on est à 240 exposants qui sont dehors. D'hier à aujourd'hui, on ne pouvait plus recevoir. Ça veut dire que la première édition a vraiment intéressé et on espère pour l'année prochaine qu'on aura plus de 500 exposants. Coupure du ruban, visite des stands et salutations des festivaliers déjà présents. Les organisateurs ont tenu à constater par eux-mêmes l'engouement autour de l'événement. Les festivités ont ainsi démarré sous la ferveur du public qui, pour un premier jour, s'est déplacé massivement. Déjà sur les lieux, quelques visiteurs et exposants ont accepté de donner leurs impressions. Je suis exposante pour l'événement organisé par le FNAB. Avec mes camarades, nous avons confectionné
confectionner des tenues, des complets hommes, des culottes femmes, des pantalons, tout un tas de trucs. Pluie ne nous a pas vraiment arrangé au début, mais petit à petit, ça a commencé par prendre vie. J'ai assisté à la première journée du Festival international des arts du Bénin et c'est super. Il y a un peu de tout. Je vois des stands qui sont installés avec différentes créations et c'est extraordinaire, c'est joli. Tout va bien. J'ai apprécié, j'ai aimé. Je pense que je serai là pour les prochains jours également. Je dirais que ceux-là qui ne se sont pas encore rapprochés, qui sont en train de rater beaucoup de choses. Nous sommes à l'aide des opportunités et je pense que ces genres d'événements, il ne faut pas rater. C'est un réservoir d'opportunités ici. Pour le premier jour, avec la communication qui a été faite, on trouve quand même que c'est déjà attrayant. Donc au fil des jours, il y aura plus de monde, plus d'engouement et tout. C'est une bonne initiative, beaucoup de courage. Bravo aux promoteurs du FINAB. Le FINAB prend fin le 28 avril et reste une grande opportunité pour festivaliers comme visiteurs. Plus de 100 festivaliers a quitté la sous-région et au-delà des frontières africaines. En effet, contrairement à la première édition qui comptait 80 exposants, cette année enregistre 240 exposants. Et voilà qui installe la page sport dans ce 13 Arsenal a réalisé une performance de taille en s'imposant 5-0 face à Chelsea lors d'un derby londonien vibrant. Cette victoire qui compte pour le match en retard de la 29e journée de la Super League permet aux Gunners de reprendre la tête de la Première Ligue et de mettre la pression sur leurs poursuivants dans la course au titre. Confiance Noati. Exactement, dès le coup d'envoi, les poulains de Mikel Arteta ont pris le contrôle du match. Leandro Trossard a ouvert le score dès la 4e minute avant que Ben White ne double l'avantage à la 52e minute. Havertz, ancien joueur de Chelsea, a ensuite marqué un doublé à la 57e et 65e minute pour confirmer la victoire d'Arsenal. Ben White a inscrit un second but à la 70e minute, portant le score final à 5 buts à 0. Chelsea n'a jamais été en mesure de rivaliser avec Arsenal qui a dominé la rencontre de la tête et des épaules. Les Blues ont concédé de nombreuses occasions et n'ont jamais vraiment menacé le but adverse. Cette défaite est un nouveau coup dur pour Mauricio et ses hommes qui sont désormais relégués à la 9e place du championnat. De son côté, Arsenal envoie un signal fort à ses rivaux pour le titre. Liverpool et Manchester City. Les Gunners ont désormais 3 points d'avance sur Liverpool et 4 sur Manchester City qui compte un match en moins. Et c'est sur cette note sportive que nous mettons fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde parfait à Fodéo. Réalisation Samuel Kora. À la présentation, je suis Rachel Poussassi. Au revoir. Écoutez, ça fait du bien. Oh oui, ça fait du bien.